Moorea, l'île sœur de Tahiti ressemble à un décor de film, à un monde perdu, que le mont Tohevea domine fièrement de ses 1207 mètres. Ce bateau qui, dans la belle lumière du matin, quitte la baie d'Opunau, est piloté par Nicolas Buret. Âgé de 34 ans, Nicolas est plongeur professionnel et compte à son actif plus de 7500 plongées. Depuis de nombreuses années, il s'investit dans un suivi quotidien des requins, et plus particulièrement sur l'espèce des requins citrons. Il est accompagné de Yannick Chancerelle, ingénieur d'études au CRIOB et expert en suivi récifal. Aujourd'hui, leur programme est de réaliser de nouvelles biopsies sur des requins citrons. Donc nous nous trouvons ici actuellement sur les sites d'Opunau. Ce site d'Opunau se trouve sur la côte nord de l'île de Moorea et fait partie d'un des deux sites de feeding où donc ce qu'on appelle feeding, c'est où on a le droit d'amener de l'appât sous l'eau. L'apport d'appât sous l'eau, une conséquence directe, c'est que la densité de toutes les populations de poissons est bien plus importante que sur des sites où il n'y a pas de feeding. Notamment, la densité des requins est plus importante. Ici, sur ce site, on peut voir des requins pointe noire, de temps en temps des requins gris. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est les requins citrons. Le début de l'étude, ça concerne la photo-identification, c'est-à-dire pouvoir, grâce à un appareil photo, pouvoir reconnaître chacun des requins assez facilement sous l'eau. Au bout d'une vingtaine de mètres, déjà on peut commencer à reconnaître l'espèce qui est le requin citron, parce que les requins citrons font entre 2,50 m et 3 mètres et ils ont deux grandes nageoires dorsales sur le dos qui ont presque la même taille. On appelle cette espèce requin citron parce que la robe des juvéniles est jaunâtre. Ensuite, lorsque le requin s'approche, on peut déterminer si c'est un mâle ou une femelle, grâce au ptérygopode qui se trouve au niveau dans le prolongement des nageoires pelviennes, donc sur la face ventrale. Il faut savoir que les requins citrons, c'est une espèce un peu timide. Donc pour les approcher d'assez près pour pouvoir réaliser les biopsies, il faut un peu d'appât. Donc on remet l'appât à l'eau. Le fusil à biopsie. Donc malgré la taille, c'est pas pour, ça leur fera pas mal. Ici on a un emporte-pièce avec une rondelle qui stoppe en fait la progression de la flèche dans l'aileron. Cet emporte-pièce donc c'est en fait un tube où lorsque on va taper dans l'aileron du requin, un petit morceau va rester à l'intérieur du tube, à l'intérieur des petites barbules. L'aileron, le trou qu'il y a dans l'aileron se rebouchera d'ici 15 jours à peine. Si on veut caractériser le milieu en ce moment, il est dans un état intermédiaire. Raison, alors premièrement des acanthasphaires planciers qui sont des étoiles de mer qui dévorent qui mangent le corail et qui ont explosé démographiquement à partir des années 2006 sur cette partie de la pente externe et qui ont consommé pratiquement tous les coraux vivants. Donc on est passé d'une couverture corallienne de 50% en vue plane à quelque chose qui est en dessous de 3 ou 2%. Ensuite est arrivé début 2010 le cyclone Oli. Alors là a tout balayé mais dans le sens physique du terme. Donc là si on regarde le récif maintenant sur cette pente externe, on a vraiment une zone qui a un caractère lunaire avec très peu de structures en 3 dimensions, vraiment tout est aplati. Alors tout ça, il faut quand même préciser que tout ça, ça fait partie le récif est habitué à subir ces événements climatiques et biologiques et que finalement il fonctionne sur des cycles
qui vont entre 15 et 30 ans. Et donc il faut être patient, il ne faut pas toujours attendre du milieu qui soit dans un état comme nous, l'homme, on aimerait qu'il soit. Donc voilà, donc c'est la nature, c'est des cycles naturels. Et disons que l'homme, pour l'instant, n'y est pour rien dans tout ça. J'ai un coup de cœur pour cette photo parce que le requin qu'on voit au premier plan est un requin dominant, c'est le requin dominant actuellement, et j'en suis presque certain, enfin c'est une intuition, que le requin qui est derrière, ça sera le futur résident lorsque celui-là sera déchu. Donc pour chaque requin, on a des dossiers, et donc comme vous pouvez voir, là on a une quarantaine de dossiers qui correspondent à chacun des requins. Par exemple, ce requin-là, c'est un mâle, on l'a déterminé comme C7, C comme citron et 7 comme son numéro. Il y a toutes les caractéristiques anatomiques qui sont notées, retransposées sur des schémas qui sont communs à tous les fichiers. Ensuite, dans le chapitre des remarques, c'est un peu plus personnel, ce que je ressentais vis-à-vis de chaque requin, où j'ai pu noter par exemple certaines caractéristiques de chacun des requins, ou même la susceptibilité des requins que j'ai pu noter, car tous les requins sont différents bien sûr. La fierté de mon travail, c'est que l'étude a été faite sur le long terme. Et comme elle a été faite sur le long terme, j'ai eu l'occasion de prendre quelques clichés qui sont un peu exceptionnels. Comme cette photo où on peut observer 9 requins citrons résidents sur 12 en fait que j'ai pu observer. Donc ce cliché-là est un peu unique en son genre. Tous les jours, je note leur présence ou non-présence. Par exemple, si on voit en 2005, au mois de janvier, j'ai plongé 17 fois sur le site d'études et je l'ai vu 7 fois, ce qui fait que cela représente 41% de présence. À partir de là, on a pu déterminer leur taux de résidence, c'est-à-dire qu'il y a des requins qui venaient beaucoup plus que d'autres, et on s'est aperçu qu'en fait les non-résidents venaient plus à des périodes comme actuellement, où il est très difficile de rencontrer des requins. Donc en fait on est arrivé à dire qu'il y avait 12 requins différents résidents sur l'île de Moorea, et pendant la période de reproduction, beaucoup d'autres requins non résidents venaient, et certainement pour reproduire des femelles résidentes, pour optimiser le brassage génétique. Donc ça c'est quand même une découverte assez exceptionnelle. Ouais, super. Hop, là, apparemment, la pointe de la flèche est plus là, donc la biopsie est bonne.
T'as la biopsie dans la poche, quoi. Les notes sur, ouais, les notes sur le requin. Ah, mais il a pas tout mangé. Non, bah ça sert à rien, là, c'est pas pour les nourrir, hein, c'est pour les attirer seulement. Tu donnes pas son petit casse-croûte à la fin, quoi. Ce qui est blanc, là, c'est ça, hein, c'est le morceau de chair, quoi. Ouais, c'est le morceau de peau. Ok, t'as tapé Dans l'aileron, au-dessus de l'aileron. Dans l'aileron. Dans l'aileron. Ok, voilà. Allô, Johan? Oui, Bonjour, comment tu vas? salut Nico, ça va? Ouais, donc Johan, ouais, ce matin c'est cool, on a biopsié une femelle qui vient de mettre bas. C'est C6, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer d'aller au Tiki Village, là où tu en as pris pas mal l'année dernière, des juvéniles. Et on va essayer d'en voir si on trouve des juvéniles où la mère est C6, ça montrera bien que cette femelle met basse chaque année à cet endroit, enfin tous les 2 ans à cet endroit-là. Donc comme ça, ouais, on pourrait donc retrouver les parents donc, des juvéniles et voir combien de résidents contribuent donc, à la population au recrutement sur Moorea et combien de non-résidents, justement, que les non-résidents vont contribuer à cette reproduction. Je te tiens au courant, puis je t'envoie les échantillons dès que possible. D'accord, moi je les traite dès que possible. Afin de compléter nos connaissances sur les requins, nous avons contacté Guillaume Gilco, un plongeur professionnel qui initie des néophytes n'ayant jamais été en contact avec des requins. Une shark expérience. Mais quel en est le principe? Le principe étant d'amener des gens à proximité dans un maximum de sécurité avec des requins qui peuvent aller jusque 3 mètres pour les requins citrons, 2,50 m, 3 mètres. Les réactions sont souvent assez particulières puisqu'effectivement beaucoup de gens ont une idée préconçue des requins due à Hollywood. Ce programme permet effectivement de leur faire prendre conscience qu'on peut nager avec des requins, être près des requins et y prendre du plaisir. Surtout sur des plongées où, comme sur la deuxième au Tiki, où les eaux sont relativement claires, où les requins sont nombreux et divers. Hein, donc on peut voir en majorité 3 espèces, les requins pointe noire, les requins gris et les requins citrons. Qui, voilà, ça permet vraiment aux gens d'avoir une autre approche sur le requin et de mieux par une connaissance un peu plus accrue de l'animal. Aujourd'hui, on estime à environ 76 millions de requins pêchés chaque année. Et là, c'est un gros problème pour l'écologie sous-marine parce que il y a déjà les requins en eux-mêmes, leur reproduction est très lente, c'est-à-dire que certaines espèces comme le requin citron, c'est tous les 2 ans, ils ne peuvent se reproduire que tous les 2 ans. Un nombre de bébés restreint, pour les requins citron, c'est environ une dizaine, et également une maturité sexuelle très tardive, qui arrive dans les 10-12 ans. Donc ça, plus toute
les pressions démographiques dues à l'homme, c'est-à-dire donc la pêche et les constructions sur les lagons, les assainissements, etc., font qu'on détruit au fur et à mesure leur habitat. Et donc la biologie des requins associée à la pression démographique fait que les requins n'ont pas le temps de se renouveler suffisamment pour atteindre des stocks de requins suffisants dans le monde entier. Il faut savoir qu'ici en Polynésie, on a la chance que depuis 2006, toutes les espèces de requins, à part une, soient protégées. Et ça, plus paradoxalement le tourisme, fait que l'espèce est protégée. Pourquoi paradoxalement le tourisme? C'est tout simplement parce qu'on parle beaucoup d'écotourisme mal géré, etc. Et là, en fait, le tourisme ici fait de la présence sur l'eau et empêche les pêcheurs d'ailerons, entre guillemets, de venir pêcher et puis complètement massacrer les espèces et les populations de requins que nous pouvons avoir ici en Polynésie. Donc en fait, le tourisme permet de préserver certaines espèces de requins, ce qui n'existait pas avant. Alors il y a une loi, si je panique pas, tu paniques pas. Si je panique, tu paniques. Mais si je panique pas, tu paniques pas. Après, il y a Philippe qui est à côté de toi, tu risques rien. Donc pense à bien te relâcher. Plus tu vides tes poumons, plus tu vas chasser de CO2. Et plus tu vas chasser de CO2, plus tu vas être relax. Entre fin août et fin octobre, c'est la période de reproduction. Et le cycle de reproduction chez la femelle requin citron, ce cycle-là est biennal, c'est-à-dire qu'il dure sur 2 ans. Et là, donc cet après-midi, nous partons de l'autre côté de l'île, là où les années précédentes, il y avait une nurserie. C'est-à-dire que cette nurserie, en fait, elle se situe dans très très peu d'eau. Pour ça, on ne peut pas y aller en bateau, on y va en voiture. Et pourquoi les femelles vont mettre bas dans si peu de profondeur? C'est tout simplement pour préserver les juvéniles de leurs prédateurs. Les prédateurs de ces juvéniles-là, les premiers prédateurs, ce sont les mères, tout simplement. C'est pour ça que pendant cette période-là, on a observé que les mères étaient en période de jeûne. Ça évite que les juvéniles se fassent manger directement après leur naissance. Donc là, le principe, c'est très simple. On met une cage avec un peu de nourriture pour qu'il y ait une source d'odeur qui se propage avec le courant. Et une fois que les requins sont présents, on a une ligne d'acier et on va mettre au bout de l'hameçon un appât frais. Cet hameçon, bien sûr, on lui a coupé l'ardillon pour éviter que l'hameçon reste coincé à la gueule, en fait. Donc on va le piquer et après on va le tirer sur la plage. Ce qu'il faut, c'est quand on le tire, c'est ne pas laisser de mou. Parce que si on laisse de mou, l'hameçon peut partir très très rapidement. Allez, à peu près, ça va tomber. Hein. Et voilà. Très bien. Là, l'objectif d'aujourd'hui,
c'est d'attraper un maximum de bébés citrons. Pourquoi? Parce que comme ça, on va pouvoir faire des échantillons de chacun d'eux. On va envoyer ces échantillons-là à Johan à Perpignan, qui lui fera les analyses ADN. Et lui, avec un maximum, plus on aura d'individus différents, mieux ce sera. Pourquoi? Parce que comme ça, il va pouvoir évaluer la population de requins citrons ici, et également voir quels sont les parents de ce juvénile, si ce sont des requins résidents ou non résidents, etc. Et par exemple, on pourra répondre à l'une des questions du shark finning, c'est est-ce que le shark finning augmente la consanguinité? Voilà, donc ces juvéniles-là nous donneront la réponse de savoir si le finning accroît la consanguinité entre les requins, ce qui serait bien sûr une mauvaise nouvelle. Tiens, bah alors regarde là, il y a un pointe noire qui arrive, là. On reconnaît que c'est la pointe noire. Bon là il vient sur l'appât. S'il mord, c'est pas grave, on le récupère quand même, on va faire une biopsie et on va l'envoyer à Johan parce qu'il étudie également les requins pointe noire, donc ça l'intéresse toujours. Allez, viens. Voilà, il tourne là. Et il repart. On voit bien le pointe noire. Bon, on essaie un dernier coup. Allez, pépère. Il chasse là, il chasse. Regarde. Allez, viens, ça c'est bon, c'est gagné. Ça c'est bon. Là il a senti là. Putain, faut pas aller jouer au loto aujourd'hui, on n'a rien. Là, les requins, ils viennent pas. Ils sont très timides. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est à cause de la marée qui est basse? Est-ce que... On sait pas. Donc là, j'ai reçu l'échantillon de C6, donc le petit morceau de peau de Nicolas. Et donc à partir de cet échantillon, on va pouvoir en extraire l'ADN. Donc on va transformer ce morceau de peau qu'on a ici en ADN, extraire l'ADN, et on va avoir de l'ADN sous forme liquide. À partir de cet ADN, on va reconstruire en fait une sorte de code-barre génétique, donc un identifiant génétique de chaque individu. Et ça va nous permettre de comparer en fait génétiquement cet individu, donc C6, cette femelle, avec d'autres individus pour lesquels on a pu extraire l'ADN sur Moorea. En fait, ce travail génétique va permettre d'identifier tout d'abord chaque requin qu'on a pu échantillonner. Ça nous fait une sorte de code-barre de chaque individu, de fiche de chaque individu. Et on va pouvoir, comme chez l'homme, retrouver les parents et comprendre ainsi la reproduction des requins. Quand donc un mâle et une femelle s'accouplent et donnent naissance à un petit, le coefficient d'apparentement qu'on obtient, en fait, va correspondre à 0,5. Ensuite, si on a des demi-frères, demi-sœurs, donc qui ont un seul parent en commun, ce coefficient est égal à 0,25. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer en fait les liens génétiques et à reconstruire l'arbre généalogique de la population. On a pu notamment mettre en évidence que certaines femelles de Moorea, qu'on est habitué à voir sur Moorea, sont capables de faire des migrations de 300 km pour aller mettre bas par exemple à Rangiroa. On remarque donc ici ce sont les individus de Moorea, et là on a des individus qu'on a échantillonnés aussi à Bora Bora. Sur la population adulte, on n'a pas vraiment une forte consanguinité. Cette consanguinité se retrouve chez les juvéniles. Et notamment, on a remarqué que les juvéniles ont un degré moyen de consanguinité qui est l'équivalent en fait si deux individus demi-frères, demi-sœurs se reproduisaient entre eux. À Montréal, les différents feelings, aussi bien les raies que les requins, c'est très cadré. Il y a deux législations. Il y a un arrêté qui date de 2006 fait par le territoire, par le gouvernement de la Polynésie française, qui consiste à interdire de faire du shark finning dans le lagon et à l'extérieur et à moins de 1 km du centre de chaque passe. Donc ça, c'est pour l'arrêté du gouvernement. Maintenant, sur Moorea, il y a ce qu'on appelle le PGEM, le plan de gestion de l'espace maritime. Et ce plan a nominé des endroits géographiques où seulement
Et uniquement à ces endroits-là, on peut faire du ray ou du shark feeding. Voilà, on va s'arrêter pendant 1 heure, on va les donner à manger aux requins. Faut pas les toucher. Faut pas nager dans le bleu. Ça, c'est la navigation pour le bateau. Restez ce côté-là. Sinon, restez avec moi. Maintenant, dans le lagon, le shark feeding existe toujours. Quand il existe toujours, il existe indirectement. Sur un endroit où les prestataires lagonaires nourrissent les raies, bah forcément viennent autour les requins pointe noire qui ont toujours vécu ici. Et il y a des prestataires lagonaires qui osent marquer sur la publicité no feeding, découverte des raies et des requins avec no feeding dessus. Ils vont sur un endroit où ils sont les seuls à pas amener de la bouffe alors qu'il y a une vingtaine de prestataires qui sont passés auparavant pour nourrir les raies. Donc en fait, ils n'ont plus qu'à y aller. Alors c'est vrai que ça leur fait économiser un congélateur, ça leur fait économiser de la nourriture, ça pour eux, et puis ça leur fait une pub aussi. Donc ce côté hypocrite m'agace un petit peu. Quand je suis arrivé à 20 ans en Polynésie, je n'avais pas le même regard sur les requins que je l'ai actuellement. Aujourd'hui, grâce à l'étude, c'est avec plus de respect que je les observe et mon regard est également devenu plus pessimiste. Quand je constate que tous les requins sont en déclin et que l'homme est en train de détruire ce prédateur suprême de toutes les mers, de tous les océans, ça m'attriste profondément. Quand je vois ces images-là, c'est sûr que je peux paraître insensible. C'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années et j'avais une certaine complicité avec ce requin qui était, on l'appelait Léon. C'était une femelle qui a fait la réputation de Montréal pour les requins citrons. Maintenant, donc, elle est disparue et je peux plus refaire les mêmes images. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai commencé l'étude, à essayer de connaître tous les autres et que j'ai arrêté un peu de faire feeding à la main parce qu'à l'époque, le feeding à la main, c'était plus du show qu'autre chose et moi, ce qui m'intéressait, c'était avoir le contact avec le requin. Mais je pense encore le shark feeding a des vertus positives pour tout le monde et surtout pour l'espèce. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un peu d'activité au-dessus, ça permet de surveiller l'espace, c'est-à-dire l'espace maritime où les requins sont présents pour éviter de les pêcher tout simplement. Donc forcément quand on voit des images comme ça où l'ego est flatté, ça fait... ouais, même Maracuda, c'est... Je n'aime pas trop en parler parce que c'est fait pas un peu trop de soi, mais c'est quand même des... Pas tout le monde le fait, on va dire. Ouais, j'étais plus jeune avec des cheveux longs.